Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir rejoint l'atelier de l'Association française des femmes de carrière juridique, dont je suis la vice-présidente, et Khadija Azougache Lasri, docteur en droit, également anthropologue et membre du comité directeur. Nous sommes toutes les deux avocates au barreau de Paris. Notre association est membre de la Fédération internationale des femmes de carrière juridique, qui a été fondée il y a longtemps, en 1928 à Paris, c'est important, et qui est une ONG accréditée à titre consultatif auprès de l'ONU. Alors, deux éminentes juristes, c'est le programme, évoqueront successivement les deux principales conventions internationales fondatrices des droits des femmes. Alors, en tout premier lieu, sera évoquée la convention CEDAW sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979, et elle sera présentée par Nicole Ameline, merci Nicole, ancienne ministre en France de la parité et de l'égalité professionnelle, ancienne députée pendant plus de 26 ans, je crois, Nicole, ancienne ambassadrice auprès de l'Organisation internationale du travail à Genève et également présidente, vice-présidente, se tournant du comité CEDAW à l'ONU. À vous, Nicole. Merci infiniment. Bonjour à tous, bonjour à toutes celles et tous ceux, je l'espère, qui nous écoutent. Et je voudrais ne pas commencer ces quelques mots sans féliciter la présidente, notre chère Jocelyne Adrian-Medboul, parce que c'est une magnifique occasion qui nous est offerte dans un contexte très particulier de rappeler l'importance de la loi, du droit et de ces conventions internationales qui forment en effet un socle universel fondamental que d'ailleurs Boutros-Boutros-Ghali qualifiait d'irréductible humain, c'est-à-dire ce qui n'est pas négociable, ce qui n'est pas retranchable de l'individu. Alors bravo à la clé d'avoir organisé ce séminaire et je voudrais tout d'abord dire mon admiration à toutes les femmes qui se battent aujourd'hui. Je pense évidemment à nos amis turcs, mais aussi à toutes celles qui, dans le monde, se battent pour leurs droits, pour l'égalité et souvent, trop souvent, pour leur vie. Et au nom de toutes ces femmes, je voudrais encore une fois saluer votre association et vous en féliciter. La Convention CEDAW, je le disais à l'instant, est l'un des aspects fondamentaux du droit international. C'est une convention qui a en effet un peu plus de 40 ans, et qui a l'immense intérêt d'être une convention ratifiée par 189 pays dans le monde. Ce qui signifie que c'est l'instrument de référence universel, contraignant, qui permet dans un monde fragilisé, dans un monde qui vacille sur ses repères, et nous voyons bien aujourd'hui de quoi nous parlons, eh bien d'avoir cette force considérable qui mobilise et qui est censé engager totalement 189 pays dans le monde. Alors cette convention est très originale parce que d'abord, elle présente une approche globale. Il ne s'agit pas seulement de lutter contre les violences, mais de lutter contre toutes les formes de discrimination qui empêchent les femmes d'avoir un statut dans les sociétés égal à celui des hommes. Et ça vaut dans tous les domaines. On peut parler de l'éducation, on peut parler de la ségrégation au travail, qui fait que beaucoup de femmes se retrouvent dans des métiers dits féminins. On peut parler de l'inégalité salariale, de l'accès à la santé, aux droits reproductifs, sexuels et reproductifs. Et c'est un moment également très important pour le redire, notamment en Europe. Mais c'est aussi toute la question de l'égalité devant la loi, le statut familial. Et dans le monde, un certain nombre de femmes sont encore dans une situation juridiquement inégalitaire. Donc cette convention vise l'ensemble des pays du monde, car nous nous apercevons que les problèmes sont tous de la même nature, même s'ils ne sont pas tous du même degré.
Mais au fond, la question centrale, c'est quel est le statut des femmes dans le monde et quel est le statut de l'égalité. Et c'est une convention qui est extrêmement dynamique et évolutive, parce que l'idée n'est pas d'imposer un système à l'ensemble des pays, c'est de partir d'une base commune, consensuelle, qui intègre encore une fois tous les aspects de la vie, privée et publique, et de faire en sorte que chaque pays aille effectivement au bout de la logique de l'égalité en tenant compte de son contexte. Mais ce que nous souhaitons, c'est que la base ne soit pas négociable. La question des violences, la question de l'accès des femmes à la vie politique, la question de l'éducation dans tous les domaines, y compris aujourd'hui au cœur de l'intelligence artificielle, car on voit bien la transition numérique et on voit bien que les femmes n'y sont pas. Nous avons peut-être là l'une des plus grandes inégalités à venir dans le monde. Et donc, il est très important que nous travaillions sur ce point. Or, que constate-t-on? Aujourd'hui, le monde vacille sur ses repères. Et nous nous apercevons, c'est une des leçons du Covid, de la crise du Covid, que les droits des femmes ne sont pas assez consolidés pour résister aux crises. La preuve, la Convention d'Istanbul, mais aussi d'autres aspects très importants de l'application de la Convention CEDAW qui, dans le monde, dans les crises, dans les conflits ou dans des ruptures stratégiques, régressent. Donc, nous avons à lutter contre ces régressions. Nous avons aussi à lutter contre la fragilisation du système multilatéral. Vous le savez, le retour à certains nationalismes, à certains populismes, fait qu'on assiste à une renationalisation, en quelque sorte, du droit des femmes. Et puis, troisièmement, les droits des femmes sont parfois une variable d'ajustement politique. Un changement politique peut entraîner une régression. Le moment est donc venu, tous ensemble, de faire en sorte que l'égalité redevienne et s'affirme comme une priorité stratégique dans le monde. Et la Convention CEDAW n'est pas seulement le cadre de référence universel, dont nous avons, nous, la charge de veiller à l'application dans chaque pays du monde, mais c'est une feuille de route opérationnelle qui peut servir toutes les associations en France, en Europe, dans le monde, et qui permet d'avoir encore une fois cette vision stratégique et globale sans laquelle il n'y a pas de progrès possible. Imaginons un instant, si nous arrêtions demain toutes les violences domestiques dans le monde, pour autant les femmes ne seraient pas dans les parlements, elles ne seraient pas à la tête des grandes entreprises et elles n'auraient pas forcément un statut égalitaire. Il faut donc une approche qui vraiment concerne tous les sujets. Et puis, je ne voudrais pas être trop longue, mais je souhaiterais, puisque votre association est extrêmement importante, que les femmes se saisissent aussi de tous les sujets. L'égalité, ce n'est pas seulement une question de femmes, c'est une vision de la société, mais c'est aussi une vision du monde. Nous allons entrer dans la période de reconstruction du monde post-Covid. Où sont les femmes? Il faut vraiment que nous soyons non seulement en première ligne, mais que toutes les ONG apportent leur vision de la reconstruction du monde avec le prisme de l'égalité. Je plaide pour un nouveau paradigme qui placerait l'égalité comme une sorte de prérequis de la croissance durable, du développement durable, du changement durable. C'est le seul élément qui puisse transformer positivement nos sociétés et le faire dans le respect des valeurs universelles. Je pense que le monde ne va pas si bien aujourd'hui pour se passer des femmes. Si je prends l'exemple de la politique que je connais bien, seulement 25% de parlementaires dans le monde sont des femmes. La loi qui est l'angle le plus important dans la transformation des sociétés est élaborée par seulement 25% des femmes dans le monde, même lorsque ce sont des lois qui intéressent directement le statut des femmes. Il est donc très important que les femmes s'engagent. Et votre convention vient vraiment très opportunément se situer entre la commission du statut de la femme qui a été organisée par UN Women à New York en ligne il y a un mois et le forum Génération Égalité que la France va accueillir après Mexico en juin prochain. Et à titre personnel, je souhaiterais faire deux réflexions à ce stade et je m'arrête là. D'une part, que vous soyez très présente à Genève et je serais ravie de vous inviter vraiment
à, à évoquer tous ces sujets dans le cadre de nos sessions, y compris virtuelles. Et deuxièmement, il faut que nous préparions tous ensemble ce forum Génération Égalité, car il faut transmettre aussi aux jeunes générations ces valeurs, car le progrès n'est pas inéluctable. Et nous qui nous battons tous les jours le savons mieux que quiconque. Merci beaucoup. Merci Nicole. Est-ce que vous pourriez en quelques minutes entrer dans le détail de la Convention CEDAW pour celles qui ne la connaissent pas vraiment? Alors, en vrai, vraiment quelques minutes, je pourrais dire qu'il y a 4 parties dans la Convention CEDAW. La première partie concerne l'architecture institutionnelle et législative parce qu'il n'y a rien de possible sans un cadre juridique qui vient concrétiser les articles de la Convention CEDAW. C'est par exemple une loi sur les violences, c'est par exemple reconnaître l'égalité dans la loi, dans chacune des lois, étudier l'impact des lois sur l'égalité, avoir un budget, avoir naturellement une organisation institutionnelle, mais aussi une police, une justice extrêmement formée et très efficace sur ces sujets. La deuxième partie concerne l'aspect beaucoup plus décisionnel. Comment les femmes participent-elles à la décision politique et publique? Où sont les femmes dans les modes, par exemple, dans les ambassades, mais aussi dans les ministères? Combien y a-t-il de femmes dans les parlements? Ça, c'est un vrai sujet, car nous demandons la parité pour 2030. Nous considérons que les femmes doivent être maîtres de leur corps, de leur vie, mais aussi de la vie politique du pays dans lequel elles habitent. Et puis, troisièmement, il y a tout ce qui concerne les droits économiques et sociaux, que chacun connaît bien. Droit au travail, accès à la santé, accès aussi au crédit, accès à l'éducation, mais surtout accès à tous les secteurs de la vie économique et pas seulement les secteurs dits traditionnellement féminins. Et quatrième grande partie, l'égalité devant la loi, qui concerne tout ce qui concerne le mariage, le divorce. Nous nous apercevons que, par exemple, le droit à l'héritage est quelque chose qui est très peu partagé dans le monde, ou en tout cas d'une manière inégale. Et nous demandons à chaque État, dans le cadre de dialogue constructif, évidemment, en principe, il y a 24 États qui sont expertisés chaque année devant notre comité, qui se compose de 23 experts mondiaux indépendants, élus par les 189 États. Et à l'occasion de ces dialogues, nous examinons les progrès, nous examinons les freins et nous essayons surtout de faire comprendre aux États l'intérêt majeur de mettre l'égalité au sommet de l'agenda. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous venons de faire un rapport sur les objectifs de développement durable, la reconstruction post-Covid avec l'égalité. Car il ne faut pas que l'égalité soit simplement une mesure, une politique. Il faut que ce soit un paradigme, une vision, une stratégie, et je dirais même un prérequis. Je le dis avec beaucoup de gravité parce que c'est mon combat. Je pense que si nous ne mettons pas l'égalité en première ligne de la reconstruction post-Covid, pas seulement dans la lutte contre les violences, mais d'une manière générale, sur la parité, sur l'économie, eh bien, nous n'allons pas reconstruire un monde meilleur, nous allons reconstruire un monde qui pourrait nous donner l'impression de nous engouffrer dans le passé. Il faut donc que nous allions de l'avant, et la Convention CEDAW est donc le grand chapeau, le rempart, disait la présidente. La Convention d'Istanbul est une application régionale de la Convention CEDAW sur la question des violences, et nous avons encouragé ce process parce qu'il est très important de contextualiser le droit et de faire en sorte que les pays, en fonction des stéréotypes, de la culture, des traditions, se reconnaissent. Donc, c'est ce que nous souhaitons de mieux. Mais la Convention d'Istanbul reste, d'une certaine façon, la matrice des droits des femmes et surtout, c'est la référence pour nous pour que le système multilatéral des Nations Unies reste présent et surtout crée un consensus, y compris à minima dans le monde, sur le statut de la femme. Merci Nicole. Khadija, tu voulais intervenir?
Merci Nicole. Vous avez rappelé que les droits des femmes sont fragilisés et demeurent fragilisés, surtout en contexte de Covid. Auriez-vous quelques pistes utiles sur Oui, je vous remercie. Tout le monde le sait. Il y a eu 30% environ de violences supplémentaires. Nous avons même appelé ça la pandémie de l'ombre. Parce que le confinement, la désorganisation professionnelle a créé une vraie fragilité. Alors, les pistes, c'est de consolider. Je dirais d'abord la consolidation du droit. Il faut impérativement qu'en Europe, il n'y ait aucune régression. Et votre vocation européenne m'invite à vraiment soutenir aussi nos voisines et amies turques qui sont au cœur du dispositif européen, si je puis dire, avec la Convention d'Istanbul. Et il faut impérativement consolider le droit. Deuxième mot, si je puis dire, mot-clé, l'innovation. Je travaille actuellement sur l'intelligence artificielle. Nous avons en France des propositions extraordinaires. Je pense à une charte sur l'intelligence artificielle inclusive qui a été portée par Arborus et soutenue par le groupe Orange. Ça, ce sont de bonnes pratiques parce qu'il ne faut pas seulement être sur les acquis, il faut être dans le mouvement et dans l'innovation. Et puis, troisièmement, c'est la mobilisation. Je dirais que si l'on veut accélérer l'égalité, qui est le point clé, on ne va pas attendre encore 20 ans, 30 ans, il faut une mobilisation de tous, ONG, institutions internationales, secteur privé, et puis bien évidemment les États. Et je pense que votre rôle, notre rôle, doit être de plus en plus commun. Et si vous me le permettez, je vous proposerai volontiers, nous en avons déjà parlé avec Jocelyne, mais un programme de travail pour que, en lien direct avec nous au comité CIDO, nous puissions faire avancer autant que possible et le plus rapidement possible cette cause juste qui est la seule force de changement durable pour nos sociétés. Merci à vous. Merci beaucoup, Nicole. Alors, il a été question, on a en fait voulu parler des conventions par ordre chronologique. Alors, est intervenu un peu plus tard, très précisément le 11 mai 2011, date de signature, la Convention du Conseil de l'Europe, appelée Convention d'Istanbul, puisqu'elle a été signée à Istanbul, sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et les violences domestiques. Alors, cette convention va être présentée par Ayşen Önen. Ayşen est vice-présidente de la Fédération internationale des femmes de carrière juridique. Ayşen a animé de très nombreux symposiums sur les droits des femmes et elle est également avocate au barreau d'Istanbul. À vous, Ayşen. Merci, Michel. Je voudrais remercier la coordination française pour le lobby européen des femmes, également l'Association française des femmes de carrière juridique. Vous m'entendez, n'est-ce pas? C'est bien. Très bien. Oui. Et tout particulièrement, je voudrais remercier chère présidente Michel Chor-Attali pour cette excellente organisation du Forum international des femmes, des droits des femmes. Dans mon exposé, je voudrais parler du phénomène de la violence à l'égard des femmes, puis des grandes lignes de la Convention d'Istanbul, de son importance, de ses dispositions principales et des attaques contre ce traité. La violence à l'égard des femmes est un phénomène répandu, presque mondial, une violation grave des droits humains, pardon, je m'excuse, des droits humains qui reste largement impunie. Elle a été perçue pendant des siècles comme une atteinte au bien des hommes ou à l'honneur de la famille, plutôt que comme un crime contre les femmes. Selon les estimations mondiales de l'Organisation mondiale de la santé, une femme sur 3 indique avoir été exposée à des violences physiques ou sexuelles au cours de leur vie. Le plus souvent, cette violence est faite de la part de leur partenaire intime. Par exemple, en Turquie, 300 femmes sont tuées en 2020
et le nombre de femmes tuées par un de leurs proches augmente d'année en année en Turquie. Malheureusement, les données émergentes montrent une très grande augmentation, très alarmante du nombre de cas signalés dans le monde entier aussi et dans de nombreux États. D'autre part, à peu près dans tous les pays, plusieurs formes de violence à l'égard des femmes ne sont pas signalées, surtout pendant la période de la pandémie et notamment pendant le confinement. La violence entraîne des conséquences dramatiques sur la santé des victimes, sur la vie des enfants, une série de graves problèmes des coûts sociaux et économiques. Pour cette raison, de nombreux efforts ont été faits pour mettre fin à la violence. En conséquence, en 2011, le Conseil de l'Europe a adopté la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, qui était ouverte à la signature à Istanbul et a également appelé la Convention d'Istanbul. La Convention d'Istanbul a créé un cadre juridiquement complet et une approche très efficace et très détaillée pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Tous les États membres du Conseil de l'Europe l'ont signé, sauf l'Azerbaïdjan et la Russie ne l'ont pas signé. La Turquie est le premier à signer, à ratifier en 2012 le traité par une loi qui était approuvée au Parlement national de Turquie et la Turquie a travaillé beaucoup pour l'entrée en vigueur de cette convention. La France l'a ratifiée en 2014. Donc, parmi les 45 membres du Conseil de l'Europe, 34 États ont ratifié la convention, 11 États n'ont pas ratifié. 7 États qui sont membres de l'Union européenne l'ont signé, mais 7 États n'ont pas encore ratifié. L'Union européenne a signé la convention en 2017. Donc, les États qui ont ratifié la convention sont juridiquement liés par ces dispositions. Les principes de la convention d'Istanbul fournissent un cadre pour l'élaboration et la mise en application de mesures visant à assurer l'égalité entre les hommes et les femmes et à lutter contre la violence. Elle prend une grande importance, comme j'ai remarqué avant, dans le cadre de l'urgence publique actuelle causée par la pandémie, car la pandémie, et notamment le confinement, a entraîné une nette augmentation de violence à l'égard des femmes. Les femmes sont obligées de passer plus de temps avec leurs agresseurs. Leurs problèmes physiques, psychologiques, économiques ont augmenté davantage. D'autre part, elles n'ont pas facilement accès aux mesures de protection et risquent davantage de subir des violations de leurs droits. En conséquence, je dois souligner encore une fois que la Convention d'Istanbul est une étape très, très importante sur la voie d'une action globale pour permettre surtout à toutes les femmes de vivre sans violence. Alors, quelles sont les dispositions principales de la Convention d'Istanbul? La Convention d'Istanbul est un traité international le plus complet, le plus détaillé en matière de lutte contre la violence qu'elle considère comme une violation des droits humains et une forme de discrimination. Elle contient plusieurs articles répartis en 12 chapitres. Sa structure est basée sur les 4 P, prévention, protection, poursuite des auteurs et politique intégrée pour garantir l'élimination de la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Chaque domaine prévoit une série de mesures spécifiques. En bref résumé, je peux dire que la Convention d'Istanbul définit et criminalise les différentes formes de violence à l'égard des femmes, c'est-à-dire les États qui ratifient la Convention doivent incriminer plusieurs infractions, notamment la violence psychologique, le harcèlement, la violence physique, sexuelle, le viol, les mariages forcés, les mutilations génitales féminines,
l'avortement et la stérilisation forcée, le harcèlement sexuel, crimes commis au nom de l'honneur, de prétendu honneur. La Convention interdit la discrimination fondée sur de nombreux motifs, y compris le sexe, la race, la couleur, la religion, l'identité de genre et l'orientation sexuelle, le statut marital de migrants, de réfugiés et d'autres. L'objectif ici est d'assurer protection et soutien à toutes les victimes de violences sans distinction. Elle prévient les violences par des campagnes de sensibilisation, d'éducation et de formation pour les experts. Elle protège les victimes en obligeant les États à mettre en place des services de soutien, par exemple une ligne gratuite d'aide téléphonique, d'aide médicale, psychologique, etc. Elle prévoit l'obligation pour les parties de collecter des données sur les infractions liées au genre. Elle traite de l'asile et des migrations car elle exige que les violences sexistes soient reconnues comme une forme de persécution lors de l'établissement du statut de réfugié et que les États parties respectent le principe de non-refoulement. Elle adopte une coopération internationale. Elle porte sur les garçons et les hommes, aussi bien que sur les filles et les femmes, en tant que victimes potentielles, surtout en particulier en ce qui concerne les violences domestiques et le mariage forcé. Elle prévoit un mécanisme de suivi qui consiste en un groupe d'experts indépendants dénommé le GREVIO. Elle porte des dispositions qui s'appliquent en temps de paix et également dans les situations de conflit armé. La Convention d'Istanbul contient des définitions très importantes, des termes clés. Par exemple, le terme violence domestique, l'article 3, selon l'article 3 de la Convention, violence domestique désigne tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique, économique qui survient au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime. Le terme genre, aussi très important, désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construites pour les hommes et les femmes. Le terme femme inclut les filles de moins de 18 ans. Donc, quelle est l'importance? Je dois insister sur la définition du mot genre. Quelle est l'importance de la définition du mot genre? La recherche a montré que certains rôles ou stéréotypes contribuent à présenter la violence à l'égard des femmes comme acceptable, comme le cas en Turquie. Pourtant, ce mot n'est pas destiné à remplacer le mot sexe dans sa définition biologique, ni les mots homme et femme. Son emploi vise à souligner à quel point les inégalités, les stéréotypes et en conséquence la violence ne se fondent pas sur des différences biologiques, mais plutôt sur une construction sociale, c'est-à-dire sur les mentalités et sur la perception des rôles que les femmes et les hommes jouent et devraient jouer dans la société. C'est pourquoi l'article 12 définit l'éradication des préjugés, coutumes, traditions et autres pratiques fondées sur l'idée de l'infériorité de la femme comme une obligation générale pour prévenir la violence. L'objectif de la Convention d'Istanbul est de déconstruire les stéréotypes pour que les femmes et les filles vivent en sécurité en tout lieu. En conclusion, je dois souligner que la Convention d'Istanbul est une importante avancée, très importante, mais il existe aussi des critiques, une très grande polémique contre cette convention. Et récemment, il y a eu, comme vous le savez, le retrait inattendu de la Turquie de la Convention d'Istanbul.
les conservateurs affirment qu'elle porte atteinte aux valeurs familiales traditionnelles turques. Je parlerai plus en détail du retrait de la Turquie et des attaques contre la Convention si j'ai du temps. Je pense que nous avons l'obligation d'assurer un avenir meilleur et sans violence aux femmes par notre solidarité. Et donc, le mouvement féministe est de plus en plus puissant au monde et en Turquie aussi, grâce à la solidarité qui existe entre les femmes du monde entier et en Turquie. Une lutte efficace contre la violence à l'égard des femmes et pour les droits des femmes doivent être un but qui nous unit toutes et tous, comme on peut le voir avec grand succès dans ce forum international des droits des femmes. Je vous remercie. J'attends votre question. Ayşen, une question revient parmi celles que je vois sur l'écran. Est-ce que vous pouvez nous parler de manière plus précise de l'intention de la Turquie de se retirer de la Convention d'Istanbul? Merci. Merci, Michel. La Turquie, comme je vous ai récemment dit, est le premier État qui a signé cette convention et qui a reçu le soutien très important de la part d'autorités nationales, régionales, locales, de parlements, d'autres organisations de la société civile, de médias, du monde académique, des barreaux, et qui a travaillé beaucoup pour la signature et la ratification de la Convention. Récemment, le mouvement conservateur a critiqué la Convention, surtout pour les termes genre et l'orientation sexuelle. Les opposants conservateurs prétendent que la définition du genre ouvre la voie à la reconnaissance des groupes LGBT d'un troisième sexe qui est contraire à leur sexe biologique et a un but de détruire la famille traditionnelle turque. Ils affirment qu'elle porte atteinte aux valeurs familiales. Et dans la nuit du 19 mars, la Turquie s'est retirée de la Convention d'Istanbul par le décret présidentiel qui était inattendu. La décision est publiée dans le journal officiel et selon l'article 80 du traité de la Convention d'Istanbul, il y a la possibilité de se retirer du traité et le processus est très simple. Après 3 mois d'une notification, le retrait prend effet. La Turquie donc a adressé une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe et le 22 mars et cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois de juillet. Mais la décision a suscité l'inquiétude de la communauté internationale et surtout nationale. Elle a provoqué des manifestations et des déclarations de différentes ONG, des barreaux, des académiciens, des politiciens, des institutions. Je peux même dire qu'avec cette campagne en faveur du traité, surtout par des messages des femmes, des associations sur les réseaux sociaux, et avec les programmes de discussion des académiciens sur les différentes chaînes de télévision. Et maintenant, la Convention d'Istanbul est devenue un guide très, très connu par le public. Un très grand groupe de défenseurs de la Convention d'Istanbul affirme que, selon le droit interne de la Turquie, ce retrait est juridiquement contestable. Selon les académiciens et les juristes turcs, la décision du retrait n'est pas conforme aux normes constitutionnelles, à l'article 90 et 104 de la Constitution de Turquie. La Convention d'Istanbul a été ratifiée par une loi qui est adoptée par la Grande Assemblée nationale de Turquie. Et selon le principe classique du parallélisme juridique,
il faut suivre la même procédure légale pour le retrait. Donc, selon la Constitution, les conventions internationales dûment mises en vigueur ont force de loi, surtout les conventions qui sont sur les droits humains. Le Parlement a seule l'autorisation législative de se retirer d'une convention internationale sur les droits humains, donc sur la Convention d'Istanbul. Le décret présidentiel concernant le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul est une décision non autorisée en termes de droit administratif. C'est un argument plutôt politique, un pas en arrière décourageant pour les efforts faits pour lutter contre la violence, pour le mouvement international aussi, contre les violences faites aux femmes. En conséquence, une convention sur les droits humains adoptée par la Grande Assemblée nationale de Turquie ne peut pas être annulée par décret présidentiel. Par contre, il y a un autre groupe plus conservateur de certains partis politiques qui prétend que ce décret présidentiel est conforme à un autre décret présidentiel qui prévoit que le président a le pouvoir de retrait d'une convention internationale. Les partis d'opposition, le barreau d'Istanbul principalement, et certaines ONG ont demandé au Conseil d'État d'annuler la décision de retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul. Maintenant, la décision du Conseil d'État est attendue avec impatience par les académiciens et les barreaux. Pourtant, en Turquie, généralement, la Convention avait créé une dynamique favorisant une évolution positive des politiques, des services et des mentalités concernant la violence, les mesures d'assistance, l'autonomisation des victimes. En Turquie, il y a une autre loi qui existe sur la protection de la famille et la prévention de la violence à l'égard des femmes, qui était adoptée en 2012, qui est basée complètement sur la Convention d'Istanbul. D'autre part, certains États membres comme la Bulgarie, la Pologne, la Slovaquie, l'Arménie et quelques autres pays qualifient la Convention d'Istanbul visant en réalité à introduire un troisième sexe ou le mariage homosexuel, comme c'est le cas de la Turquie. La Pologne veut sortir de la Convention d'Istanbul à cause du fondamentalisme religieux et rejette sa ratification. En Bulgarie, le tribunal constitutionnel a affirmé que le terme genre était une menace pour la famille traditionnelle et introduisait un concept incompatible avec la définition constitutionnelle du sexe biologique. D'autre part, en Hongrie, la ratification est rejetée à cause de l'idéologie destructrice du genre et en plus la migration illégale. Les politiciens pensent que la ratification de cette convention augmenterait et faciliterait l'immigration vers leur pays. Par contre, les manifestants pour l'application effective de la Convention d'Istanbul affirment que les conservateurs se basent sur la famille pour situer la femme dans la famille. Ses droits individuels sont reconnus, mais dans le prisme et le concept de la famille, c'est un concept que nous n'acceptons pas. En revanche, la Convention s'oppose clairement à toute tentative de justifier la domination historique des hommes sur les femmes et les comportements sexistes qui empêchent l'égalité entre les femmes et les hommes. Le principe consiste à exclure toute discrimination fondée sur l'identité de genre. Je souligne encore une fois l'importance de la solidarité qui existe entre nous pour mettre fin à la violence. Pour cette raison aussi, je vous remercie encore une fois pour votre attention. Merci beaucoup, Ayşen. Alors, je voulais relayer une question qui revient souvent sur l'écran et je m'adresse à Nicole. Existe-t-il des sanctions
internationale pour les États en cas de non-respect des dispositions des conventions internationales. Oui, vous m'entendez là? Parce que je ne suis pas sûre. Très bien. Enfin, moi, Ah bon, très bien, parfait. J'étais précisément sur le chat en train de répondre à cela parce que effectivement, nous avons deux moyens de faire pression sur les États. Le premier, d'ailleurs, est sorti aujourd'hui un communiqué de presse sur nos observations sur le Danemark, par exemple. J'étais moi-même rapporteur en mars dernier. Mais la deuxième possibilité, ce n'est pas de rendre publique simplement une expertise, c'est de se réunir sous forme juridictionnelle. Nous traitons ce que l'on appelle les communications, c'est-à-dire des recours spécifiques qui peuvent venir de particuliers, qui peuvent venir aussi relayés par des ONG sur des dysfonctionnements majeurs juridiques qui peuvent intéresser un État. Nicole, je vous interromps, on ne vous voit pas sur l'écran. Ah, alors attendez, j'ai perdu ma connexion là. Je suis désolée, je n'arrive pas à retrouver la connexion. Mais si vous m'entendez, c'est déjà très bien. Et je voulais simplement dire que de ce point de vue, nous ne sommes pas une juridiction supplémentaire au niveau des États. Nous appliquons la subsidiarité, c'est-à-dire que les États ont leur système juridictionnel. Nous n'intervenons que de manière extra, je dirais, ordinaire, c'est-à-dire qu'il y a des critères très spécifiques et il ne peut s'agir que de dysfonctionnement. Par exemple, une femme, je prends un exemple qui a été sanctionné, il y avait une femme indigène qui n'avait pu avoir accès en Amérique du Sud à des soins de santé, précisément parce qu'elle n'était pas considérée, je dirais, de manière égalité. Nous sommes là dans la discrimination intersectionnelle classique. Être une femme et en plus pauvre, indigène, cela pose effectivement une multitude de problèmes. Et nous avons sanctionné cet État, c'est-à-dire que nous l'avons rappelé à la lettre et à l'esprit de la Convention, et nous lui avons demandé une indemnisation au bénéfice de la victime, ce qui a été fait. Donc, il nous arrive régulièrement, chaque année, d'intervenir à ce niveau-là sur des sujets extrêmement spécifiques qui démontrent quelque part une forme de manque systémique à l'application de la Convention CIDO. Alors, encore une fois, j'insiste, ce n'est pas une voie de recours supplémentaire, c'est une juridiction spécifique, mais qui a une importance considérable puisque les jugements sont publics. Et donc, là aussi, nous utilisons cette capacité à donner le maximum de publicité à une affaire qui peut intéresser. Et aujourd'hui, nous avons des tas de sujets sur la migration, sur les violences, sur les conflits de femmes qui peuvent effectivement prétendre à une violation grave de leurs droits devant la commission et devant la commission spécifique du comité CIDO. Voilà. Merci, Nicole. Excuse-moi, Michel, je reçois des questions en privé également. J'en profite puisque Nicole vient de parler de l'intersectionnalité et des possibilités d'intervention de la Convention CEDAW. Je reçois des questions sur la question binaire et excluante, c'est comme ça que ça a été qualifié, de la Convention CEDAW, au motif qu'on ne parlerait pas de la question des queers. Hein. Et trans. Alors, si la question m'est destinée, je dirais simplement que nous reconnaissons, nous avons une sorte d'approche extrêmement contextualisée par rapport aux pays. Pour les pays qui reconnaissent ce qu'on appelle en anglais le gender identity, nous reprenons, je dirais, la formulation, mais nous n'imposons pas du tout à cet égard de directive, puisque la Convention CIDO se base sur l'égalité entre les hommes et les femmes et que nous avons déjà cet immense défi, je le rappelais tout à l'heure, dans tous les domaines à régler, mais nous considérons néanmoins, par exemple, que la neutralité du langage, qui peut être une des succédanées de cette approche, peut
être quand même, je dirais, peut entraîner des effets ambigus, notamment sur l'invisibilité des femmes dans les statistiques ou un certain nombre de choses. Donc, nous sommes extrêmement, je dirais, prudents sur ces approches parce que la Convention CIDO nous donne un mandat qui est très strict, qui est très précis. Et donc, tout en étant très innovants, nous sommes très attentifs aussi à, je dirais, respecter aussi la situation d'un certain nombre d'États et puis surtout à aller à l'essentiel qui, dans beaucoup d'États, concerne des violences peut-être plus traditionnelles, mais qui sont extrêmement importantes et qui nous occupent beaucoup. Merci Nicole. Alors, il y aurait encore beaucoup de questions, mais nous sommes par un timing, n'est-ce pas Khadija? Et donc, peut-être nous allons conclure. À toi. Oui, merci Michel. Oui, merci à nos deux intervenantes d'avoir rappelé si brillamment le contenu et les enjeux des deux principales conventions internationales des droits des femmes. Il en ressort de vos brillantes interventions que, chère Nicole et chère Aysen, que les droits des femmes demeurent encore de nos jours un enjeu international face à un enjeu des politiques nationales dès lors qu'il s'agit de donner des gages aux forces les plus conservatrices. Obstacle majeur au développement humain, les inégalités de genre désignent des déséquilibres entre les hommes et les femmes en termes de réalisation. Dans les États développés, en l'occurrence, on peut le voir en France, malgré une égalité des droits dans toutes les sphères sociales, il y a une palette d'inégalités importantes, que ce soit dans les salaires, l'éventail des professions occupées par les femmes, le plafond de verre, la répartition des tâches domestiques, les violences subies par les femmes, et j'en passe, puisque durant le Covid, vous avez pu le rappeler toutes les deux, cela s'est exacerbé. Ces conventions donc marquent un tournant dans le monde du droit international en n'étant pas de simples déclarations, mais comme vous l'avez brillamment rappelé, elles s'imposent aux États signataires et qui l'ont ratifié. Ils doivent s'employer à promouvoir les droits des femmes en alignant leur constitution, leurs textes de loi, leurs normes aux normes internationales, en les faisant respecter surtout, en introduisant des infractions à titre de sanction et en encourageant des mécanismes de sensibilisation par l'éducation, parce que tout vient de là. C'est une histoire de patriarcat, de mentalité, et ça dès le plus jeune âge. Le plus jeune âge, c'est-à-dire le combat contre le sexisme. Vous l'avez brièvement rappelé, Aysen, les ONG sont là aussi pour protéger ces droits, et c'est ce que la Convention d'Istanbul rappelle avec les 3 P, prévenir, protéger et punir. Et ça, on ne faut jamais l'oublier, et dans tous les textes, au national comme à l'international, il faut une approche globale de la question des droits des femmes, et pas simplement être dans la sanction, c'est dès le plus jeune âge. L'intégration de la dimension du genre dans les politiques nationales comme internationales ne s'opère pas spontanément, et on peut le voir depuis le nombre d'années de combats, de textes adoptés. Aujourd'hui encore, il faut veiller à son respect, veiller à protéger ces droits qui sont encore, comme vous l'avez dit, Nicole, très fragilisés, et donc trouver des organes spécialisés pour l'effectivité de ces textes. Autre problématique, les inégalités de genre et les violences subies par les femmes sont complexes à mesurer. Parce qu'il faut des données, c'est comme ça qu'on sensibilise encore plus. Mais malheureusement, tous les États ne mesurent pas de la même façon, n'ont pas les mêmes outils. On peut vous dire, ah ben non, chez nous, on a très peu de féminicides, mais malheureusement, dans le féminicide, on ne comptabilise pas les suicides forcés, les crimes d'honneur, toutes ces violences qui sont déguisées aussi. Donc, il faut surtout une appréciation
il faut une appréciation des termes aussi. Qu'est-ce qu'on met derrière les notions? Bien sûr, Il faut bien avoir sûr. une appréciation similaire, d'où la difficulté d'établir des protocoles et d'obtenir des données fiables. Et c'est sur ce point également qu'il faut qu'on intervienne et qu'on puisse évoluer dans la lutte contre les violences faites aux femmes et pour les droits des femmes en général. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci à vous. Je voulais ajouter quelques remarques à celles que Khadija vient de formuler. Alors, on a un rapport des Nations Unies, mais qui date de 2019, qui conclut que la situation des droits des femmes dans le monde tend globalement à s'améliorer. C'était avant le Covid. Mais il est évident, et ça vient d'être rappelé par nos deux intervenantes, que les inégalités et les violations des principes fondamentaux persistent. Et dans certains pays, on assiste à un net recul de ces droits. On l'a vu récemment, tu l'as rappelé Aïchen, en Pologne, avec l'IVG, en Hongrie, avec la suppression de la commission en charge de l'égalité des sexes, en Russie, avec les tentatives de décriminalisation des violences conjugales, le viol, parlons-en, s'est répandu, on le sait toutes, comme une arme de guerre utilisée en toute impunité. Absolument, absolument. Et au Moyen-Orient, notamment. Et des dizaines de milliers de femmes sont encore traitées en esclaves sexuels dans les zones de conflit. Et pour ne citer d'ailleurs que quelques exemples récents non limitatifs, et même si la Cour pénale internationale a été saisie sans, je pense, c'est ce que j'ai lu en tout cas, suite significative à ce jour de quelques cas. Alors, il y a un autre sujet d'inquiétude, c'est que parmi les pays qui ont signé les deux conventions, un tiers les ont signées avec des réserves. Oui. Avec des réserves qui limitent bien évidemment la portée des prescriptions, de leurs obligations. Alors, ces réserves, ça a été rappelé, notamment par Aïchen, sont fondées sur des prescriptions, la primauté dans ces États des prescriptions religieuses, l'AKP en Turquie, etc., et dans d'autres États également, Pologne, l'importance des institutions chrétiennes, enfin l'influence. Et elles sont fondées également, ces réserves, sur les critiques que certains de ces pays nomment l'idéologie du genre, entre guillemets, qui serait un phénomène générateur d'hypersexualité et d'homosexualité, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, Aïchen, qui nuirait aux valeurs traditionnelles de la famille fondée sur le patriarcat. Alors, certains États les ont ratifiés sans réserve, mais ne veillent pas de manière suffisante à leur application en raison de carences dans les mécanismes de surveillance des violations, ou parfois, c'est ce qu'on a vu en Hongrie, notamment en Pologne également, de surveillance des violations des droits des femmes ou de refus de subventionner totalement ou en partie les ONG qui prennent en charge les victimes de violences et de discrimination. Alors, Nicole nous a parlé des recommandations et même des sanctions qui sont formulées par notamment le comité CEDAW contre les pays qui ne respectent pas les prescriptions des conventions. Est-ce qu'elles sont suffisantes? C'est à voir. Enfin, l'intérêt, en tout cas, c'est qu'elles sont publiques. Alors, moi, je pense, et ça a été dit et redit, notamment par nos deux intervenantes, par Khadija également, à ce jour, seule, enfin en tout cas en grande partie, la solidarité internationale et toutes les actions menées par les ONG permettront de faire pression sur les États, comme le montrent d'ailleurs les exemples récents par rapport à l'IVG en Pologne, en Hongrie également, en Corée du Nord et en Argentine aussi sur l'IVG, au Burkina Faso sur la question des mariages forcés, en Sierra Leone sur la question des mutilations génitales, au Zimbabwe sur les mariages précoces, les discriminations pour l'accès aux soins, en Jordanie sur le test de virginité,
en Arabie Saoudite sur le passeport, sur l'autorité parentale et de conduire qui a été accordé récemment. Et en fait, toutes ces avancées, entre guillemets, même si elles sont insuffisantes, sont dues à la solidarité internationale. Alors continuons et plus que jamais à nous mobiliser. Alors pour terminer, j'aurais dû commencer d'ailleurs par cette remarque. Nous voulions remercier Jocelyne Adrian, présidente de la CLÉ, pour avoir organisé ce forum international des droits des femmes. Et je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention sur cet atelier. Merci infiniment. Merci. On doit terminer cet atelier par la recommandation, Michel. Oui. C'est-à-dire la question de réitérer l'adhésion des États aux conventions internationales fondatrices des droits des femmes et des filles, comme la CEDAW ou la Convention d'Istanbul, par leur mise en œuvre effective, la promotion des droits, le refus de tout recul au niveau international et national et la mise en place des mécanismes institutionnels garantissant les fondements de l'égalité réelle en partenariat actif, et ça, il ne faut pas l'oublier, avec les associations féministes parce que c'est celles qui sont sur le terrain. Merci encore à toutes.